Bonsoir à tous, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. Merci d'être là nombreux ce soir. Donc, je suis Jean-Marie Le Forestier, journaliste à Mars Actu. Je vais animer ce débat ce soir et inaugurer par là même une séquence de débats dans la perspective des municipales qui auront lieu en mars prochain. Depuis 2 ans, on est venu au théâtre pour organiser du débat public avec des décideurs, des experts, des usagers ou des citoyens tout simplement sur un certain nombre de thèmes. Là, on change un peu la focale, on va interroger ceux qui prétendent nous représenter. Alors certains nous représentent aujourd'hui déjà et d'autres nous prétendent nous représenter demain. Et donc on va en interroger 5 ce soir. On fera 5 débats comme celui-là, un par mois jusqu'en janvier, puis après on passera à une autre formule, mais on vous réserve encore un petit peu la surprise. Pour démarrer, je vais donner la parole à la puissance accueillante ce soir, le Théâtre de l'Œuvre, donc Elven Sicard et Assia Zohan, qui vont nous dire un mot de ce théâtre qui nous accueille depuis 2 ans et on en est fort content. Bonsoir à toutes et à toutes, donc bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. Yves Milot, qui est le coordinateur de ce théâtre, n'est pas là ce soir, donc il s'en excuse. En fait, nous, on ne voulait pas trop venir représenter, parce qu'on ne se sentait pas trop ce soir, mais on le fait. Donc moi, je suis administratif dans l'administration et la logistique événement. Et Elven, c'est le deuxième monsieur communication du théâtre. Voilà, donc tu voulais dire quelque chose sur le prix libre, peut-être ? Ouais, un petit mot sur le théâtre peut-être. On est un théâtre qui existe depuis l'association qui existe depuis les années 30 et le théâtre ce théâtre-là où vous trouvez qui a été construit par des bénévoles dans les années 60 et qui a eu un petit renouveau il y a cette année, enfin il y a 7 ans je veux dire, et qui a été rénové il y a 2 ans. Donc c'est simplement pour vous présenter un petit peu le théâtre. On est un théâtre associatif qui accueille beaucoup de projets différents, de conférences, de débats, de spectacles musicaux et théâtraux. On fonctionne beaucoup sur le prix libre, donc pour pouvoir accueillir un maximum de personnes et des gens qui sont souvent éloignés des spectacles ou de la culture au sens large. Et on fonctionne aussi beaucoup avec des bénévoles. On est 7 salariés avec une grande équipe de bénévoles, dont vous avez pu en voir certains à la buvette, dont Corinne et Victoria qui sont juste là. Et voilà, du coup, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Le lieu est ouvert à tous. On est dans une démarche d'accueil inconditionnel, et il y a plein d'ateliers. N'hésitez pas à poser des questions et à regarder les flyers, on fait plein de choses intéressantes. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez surtout pas à mettre une petite pièce ou un petit billet dans le chapeau en sortant, parce que ça nous aide franchement. Voilà. Merci à vous, et merci à Mars Actu, et merci au Ravi. Donc juste par rapport à ce mot-clé de l'accueil inconditionnel, c'est que ce soir aussi, on est vraiment content d'accueillir de façon inconditionnelle les partis politiques. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voulait redire, parce qu'on accueille de façon inconditionnelle les publics, on accueille de façon inconditionnelle les ateliers, les troupes qui viennent dans ce théâtre, et ce soir, on a un large spectre des partis politiques. Et je suis très curieuse d'entendre ce qu'on a à nous dire sur l'école, parce que je suis maman, j'ai 3 enfants, je suis revenue dans ma ville natale, et j'ai trouvé vraiment des écoles sinistrées. Donc j'en dirai pas plus, parce que j'en parlerai avec ma casquette de maman, parce que là j'ai une casquette de Théâtre de l'Œuvre, et voilà. Merci. Donc Assia a un petit peu fait démarrer le débat, on laissera répondre nos invités tout à l'heure. Je vais passer la parole à Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi, avec qui on s'est associé ce soir pour ce débat. Le Ravi qui signe un numéro spécial en ce mois de septembre sur justement les écoles marseillaises. Michel, tu vas nous en dire un mot. Déjà, expliquer pourquoi on se retrouve avec Mars Actu ce soir. C'est logique pour nous, on aime la presse pas pareil, et on pense que cette presse-là, elle n'est pas en concurrence, mais elle est en complémentarité. On a failli réaliser un exploit quand même, on avait pensé, nos 2 rédactions, organiser un débat en septembre sur le même sujet. On s'en est rendu compte quelques semaines avant, et on a fait le choix évidemment pertinent de ne pas se mettre en concurrence, mais d'organiser ensemble ce débat. Donc nous y voici. Effectivement, dans le Ravi, ce mois-ci, notre grosse enquête, 5 pages, pour prolonger le débat
À la sortie, je vous invite à aller découvrir ce numéro avec des enquêtes, des reportages, des analyses et toujours du dessin de presse. Et puis, c'est la rentrée donc, des écoles, mais c'est la rentrée aussi pour notre presse. Et je veux faire passer juste 2 messages. Un, vous le savez peut-être, mais le Ravi est en procès. On va en cassation à Paris pour faire valoir nos droits. Et donc, toujours à l'entrée, vous pourrez signer une pétition. Déjà, par plus de 2000 personnes l'ont fait. Je vous invite aussi à aller signer cette pétition sur notre stand. Et enfin, une bonne nouvelle, le Ravi se développe, se projette, et sans devenir un pure player, on ne va pas faire un deuxième Mars Actu à Marseille, on reste régional, on reste mensuel, mais en novembre, on va lancer un site moderne, attractif et sympa, tout simplement, pour mieux mettre en valeur nos contenus, et je vous invite à le découvrir. Merci bien. Alors, je vais donc appeler sur scène Jean-François Pouplin du Ravi qui va co-animer ce débat avec moi et nos 5 invités, Sandrine Dangio, Cathy Racambouzon, Christine Just, Yves Morenne et Jean-Marc Coppola à nous rejoindre. Alors, le temps que tout le monde s'installe, je te laisse installer nos amis. Le temps que tout le monde s'installe, un mot sur la façon dont on va essayer de faire marcher ce débat ce soir, et ça sera une formule qu'on va essayer de répéter tout au long de ces débats pré-municipaux dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc on va avoir un premier échange avec nos invités pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur l'état de nos écoles marseillaises et quelques éléments supplémentaires. Et puis ensuite, nous inviterons sur scène 2 grands témoins, je vous les présenterai tout à l'heure, mais qui viendront aussi incarner une parole, celle de la société civile, celle des parents d'élèves, celle des usagers des écoles de Marseille, qui viendront interpeller les élus actuels ou futurs. Et puis enfin, bien entendu, vous aurez à votre tour la parole pour poser vos questions. Alors je vous demanderai de les poser à l'ensemble des candidats, hein. C'est la règle qu'on s'est fixée, on se projette et on essaye de poser des questions ouvertes pour que chacun soit en mesure d'y répondre. Il y aura un chapeau que Benoît doit avoir par là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de prendre la parole, si vous êtes un peu timide, eh bien, vous pouvez l'écrire dans ce chapeau et Benoît se fera le relais de vos questions à l'issue. Pardon ? On me demande si on peut faire pareil pour la réponse. Alors, je ne suis pas sûr. Il va falloir assumer. Hein, la campagne démarre, certes, mais il va falloir assumer, tous autant que vous êtes. Donc, on va vous demander d'assumer ce soir, de répondre, de vous engager aussi. C'est aussi ça qu'on attend de vous, c'est que ce soit une sorte de promesse hein, pour demain, si vous êtes en responsabilité, que ces engagements, on saura vous les rappeler. Mars Actu, le Ravi, et puis les citoyens qui sont là ce soir. Alors, je vais présenter nos invités. Alors, je vais faire de droite à gauche pour moi, même si ça ne représente pas les sensibilités politiques. Donc, Cathy Racambouzon, bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche. Vous êtes investie sur les écoles, notamment en essayant d'obtenir un audit de l'État sur les écoles marseillaises, audit qui n'a finalement pas été retenu par le Parlement. Je ne vais pas plus loin dans les explications. Merci d'être là. Yves Morenne est avec nous. Yves Morenne, maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, porte-parole, président du groupe de la majorité municipale au conseil municipal de Marseille. Soutien de Martine Vassal, on peut le dire comme ça, il n'y a pas de problème ? On garde le suspense. Mais bon, on va dire que oui quand même. Voilà. Il représente donc, à minima, les Républicains, le parti des Républicains. À ses côtés, Christine Just, porte-parole régionale d'Europe Écologie Les Verts, qui aspire peut-être à une liste autonome au futur municipal, si on a bien compris, et 25 ans de parents d'élèves. Vous m'avez dit, quand on préparait ce débat, 23, pardon. Donc voilà, donc une certaine expérience de terrain, on va dire aussi. Voilà, vous avez vos petits micros devant si vous souhaitez être entendu par tous. Jean-Marc Coppola, bonsoir, vous êtes conseiller municipal communiste, vous avez été vice-président de la région sous la mandature de Michel Vauzel, vous êtes aussi le chef de file des communistes pour cette élection municipale et partie prenante du mouvement sans précédence.
alors je sais que vous n'aimez pas le terme parce que vous trouvez ça réducteur, mais l'union de la gauche, une démarche d'union de la gauche, plus large, et vous avez notamment co-signé une tribune, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les écoles qui représentaient justement un large spectre de cette gauche que vous souhaitez réunir lors des prochaines municipales. Et à vos côtés, Sandrine Dangiot, maire des 13e et 14e arrondissements, Madame École du Rassemblement national, on peut dire ça comme ça, en tout cas depuis 2014 et que vous êtes élue, vous êtes fait la porte-parole de ce groupe au sein du conseil municipal, et vous continuerez à développer cette parole ce soir. Merci d'être là à votre tour. Et je vais laisser la parole à Jean-François qui va démarrer avec une première question. Une première question. Bonsoir. Une première question qu'on s'est dit, alors simple, mais en tout cas qui va positionner un petit peu chacun sur cette situation des écoles. C'est simplement vous poser la question de faire un diagnostic chacun de la situation des écoles de Marseille, pour pas qu'on y passe la soirée non plus, parce que l'idée c'est de confronter l'avenir et de vos propres propositions. On vous laisse 1 minute. Pour ouvrir. Pour ouvrir le débat. Chacun et chacune. Et j'ai mon Nous ne sommes chronomètre à pas côté. pingres. Donc on s'est dit qu'on allait faire simple aussi pour la prise de parole, on fait dans l'ordre alphabétique. Donc Monsieur Coppola, ouvrez le bal. Très rapidement, d'abord dire que je suis très content qu'on parle des écoles et de l'éducation dans un théâtre, le théâtre de l'œuvre en l'occurrence, parce que Boris Cyrulnik disait quelque chose que j'ai constaté depuis le début des années 2000, si on est dans un recul de civilisation en France, c'est parce qu'on a aussi un recul de l'éducation populaire particulièrement, mais de l'éducation en général. Sur l'état des lieux, on pourrait multiplier les adjectifs depuis des années. Je dirais que nous sommes dans une spirale de déclin, à savoir des écoles qui sont complètement délabrées, abandonnées, sacrifiées, et des enfants, des élèves qui sont fragilisés, et en même temps un avenir qui est hypothéqué. Pourquoi je dis ça? L'état des lieux des écoles, alors bien sûr avec des inégalités en fonction des quartiers, particulièrement les quartiers populaires qui sont peut-être plus malmenés que d'autres, parents pauvres que dans d'autres quartiers. Voilà, le budget depuis 25 ans des écoles à la mairie, alors que c'est la première compétence obligatoire, n'a jamais été une priorité. Des enfants fragilisés, parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, on ne peut pas avoir un apprentissage efficace qui prépare, j'allais dire, les enfants pour être adultes et citoyens. Donc, ils ont un vrai boulet déjà au pied dès la maternelle, et puis l'avenir hypothéqué, parce qu'effectivement, avec des budgets aussi faibles, ça ne montre pas une vision optimiste et positive justement de l'avenir de Marseille, donc au plan social comme au plan économique. Voilà. Merci, Monsieur Coppola. Voilà. Bon, ça sera plutôt 1 minute 30 qu'une minute, du coup, pour tout le monde. Madame Dangiot. Jo, à vous la parole. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors je serai peut-être aussi longue, mais je vais essayer de faire plus rapide. La situation des écoles marseillaises est aujourd'hui déplorable. Nous avons été élus en 2014 et nous avons pu constater l'état de délabrement de l'ensemble des écoles du secteur où j'ai la chance d'être le maire aujourd'hui. Nos écoles ont été et sont toujours d'ailleurs abandonnées. Et quand on abandonne nos écoles, on abandonne nos enfants. Alors on les abandonne et en plus de les abandonner, on diminue, notamment en 2019, le budget d'investissement de l'éducation. Donc il a été diminué, je crois, de 6 millions d'euros, alors que les demandes de l'autre côté continuent d'augmenter. On a toujours et on aura toujours cet hiver des chauffages qui ne fonctionneront pas, des cours de récréation qui ressemblent plutôt à des parcours du combattant, de l'amiante dans les écoles, des rats, des punaises de lit, du manque de mobilier, voilà, etc., etc. Là, la liste est longue, vous le savez. Donc voilà, donc il est plus qu'urgent, à mon avis, de faire de nos enfants la priorité de Marseille. Merci bien, Madame Juste. Alors d'abord, je précise que je remplace en fait notre élue Lydia Frenzel, qui n'a pas pu venir à cause du changement de date, et je pense qu'elle aurait eu à cœur de vous parler des écoles du 15-16. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre le 13-14. Alors je suis moi-même marseillaise, c'est pour ça que je suis ravie d'être là. Les écologistes, lorsqu'ils parlent d'école, en fait, ils parlent de la place de l'enfant dans la ville. Et là, il y a beaucoup à dire, c'est-à-dire c'est déjà la crèche. Le problème commence à la crèche, pas uniquement dans les maternelles et le primaire. Ça va également autour, comment on accède à ces écoles. J'espère qu'il y a des poussettes enragées dans la salle qui pourront en parler. C'est vrai, un véritable problème d'accessibilité. Il n'y a pas de mobilité douce, les trottoirs sont trop petits pour les poussettes, etc.
etc. Il y a évidemment la pollution dans les écoles, il y a ce qu'on peut faire autour, est-ce qu'il y a des parcs. Donc c'est vraiment, pour nous, l'école, c'est comment est-ce qu'on voit l'enfant dans cette ville. Ben en fait, l'enfant, il est nié parce que il n'y a pas de place dans des centres aérés, c'est compliqué. Il y a la pollution qui est niée, parfois par certaines mairies, dans certaines écoles, de la verrerie, par exemple. Voilà. Donc pour nous, c'est pas uniquement l'école, c'est quelle est la place de l'enfant dans cette ville, et on a beaucoup à dire. Merci beaucoup. Vous voulez pas laisser la parole à la défense en dernier, plutôt? On peut innover. Allez. Allez, allez-y. On a un troisième animateur, en fait, qui répartit aussi la parole. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc d'abord, vous remercier pour cette invitation, vous dire que je suis ravie de m'exprimer sur ce sujet des écoles et plus globalement en fait sur le système de l'éducation du premier degré à Marseille. Je suis ravie de discuter de cela parce que c'est un sujet qui m'occupe quotidiennement à l'Assemblée nationale. Je suis commissaire à l'éducation, ce qui me permet de travailler de manière très régulière avec le gouvernement sur la mise en place des politiques publiques au niveau national et de les évaluer sur le terrain, donc notamment dans la ville de Marseille où je suis élue. Enfin, à titre plus personnel, parce que j'ai 2 enfants qui sont scolarisés dans l'école primaire publique à Marseille, en maternelle et en élémentaire, et que comme tout parent marseillais, ça me permet d'être aux premières loges pour en observer les dysfonctionnements et les lacunes. Donc pour répondre à la question qui nous est posée, je dirais qu'en fait les écoles, enfin l'éducation à Marseille est anachronique, elle est en décalage par rapport à ce que notre époque nous impose et l'école du 21e siècle qu'on souhaiterait construire. J'irai juste 3 exemples, alors que d'autres réfléchissent aujourd'hui à adapter le bâti scolaire pour s'adapter aux nouvelles formes pédagogiques, pour renouveler les outils numériques. Nous, on en est à se poser la question de la sécurité des murs, de se poser la question de la sensation du froid ou du chaud, et de savoir s'il y a du papier toilette aux toilettes pour nos Madame Il enfants. va falloir faire. Deuxième exemple, alors que certains travaillent sur des intervenants spécialisés pour venir en renfort des enseignants sur les arts, par exemple le sport, nous, on se demande si on a suffisamment de surveillants, de personnel encadrant pour les écoles. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. En conclusion, je dirais donc qu'effectivement, on a besoin d'une volonté politique très forte sur ce sujet. C'est effectivement le premier budget de la ville de Marseille, mais ce n'est pas suffisant pour en faire une priorité et avoir un impact beaucoup plus fort. Voilà. Merci. Donc, parole à la défense, Monsieur Morenne. Voilà, merci beaucoup. Bon, en synthèse, je dirais que il serait idiot de prétendre que tout est rose dans la situation des écoles, mais il est tout aussi inexact de prétendre que tout est noir. Comme toujours, comme dans tous les domaines, la vérité se situe au milieu. Et je crois, c'est pour ça que j'ai accepté ce débat, pouvoir démontrer que cette municipalité ne mérite pas le procès en indignité qui lui est fait. Je crois pouvoir démontrer que la ville de Marseille, ses contribuables, nous, fait beaucoup d'efforts pour l'école de Marseille. On peut le démontrer par des chiffres. Je crois pouvoir démontrer que dans un certain nombre de domaines, notre école est irréprochable en matière d'amélioration de la sécurité, en matière de développement du numérique, en matière de restauration. S'il vous plaît, on va essayer de en s'écouter. matière de restauration scolaire. Je crois pouvoir également expliquer qu'un certain nombre de difficultés que nous connaissons peuvent être améliorées par des mesures simples et que certaines sont déjà en cours. Je voudrais également, j'espère que ça intéresse les rieurs professionnels qui se comportent en militants, parler d'avenir, puisque j'ai été le seul pour l'instant à faire un certain nombre de propositions et j'aimerais beaucoup les confronter avec tous ceux qui sont des critiqueurs professionnels, mais si peu bâtisseurs. Et enfin, je crois qu'on pourrait élargir le débat, parce que le problème de l'école, il se pose à toute la France. Pour moi, l'école, ce n'est pas uniquement un bâtiment, c'est un maître, c'est un enseignement, c'est une éducation. Et si l'école publique est aujourd'hui si décriée en France, tant en difficulté, ce n'est pas à cause de toitures fuyardes à Marseille, mais c'est parce qu'on a des problèmes auxquels l'État, de droite, de gauche ou du centre, ne s'est pas attaqué. Et je crois que c'est intéressant d'aborder aussi ce débat-là, si on veut vraiment parler de l'avenir de nos enfants. Alors, on a concentré quand même le débat sur... On a concentré le débat sur la question des municipales et des compétences des villes en matière d'éducation, donc qui sont sur le bâti et sur les moyens alloués.
à l'école, donc pas sur la pédagogie. On va attaquer par la première thématique avec Jean-Marie sur la question du bâti. Alors oui, ne vous en déplaise Yves Morel, on va quand même commencer par là, parce que cette question de l'état de nos écoles, depuis au moins 3 ans, et la publication par une enseignante des quartiers nord d'une tribune intitulée « J'accuse », qui racontait les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien dans sa classe, ne serait-ce que pour avoir une température acceptable pour les enfants qu'elle accueillait tous les matins. Elle s'appelait Charlotte Magri, on va la citer. Eh bien, le bâti des écoles marseillaises est au cœur d'un débat, de propositions aussi. La majorité elle-même, et Yves Morel, je vais vous inviter à reprendre la parole tout de suite, a essayé de proposer un plan école d'avenir, un partenariat public-privé, qui devait permettre, en confiant pendant 25 ans la gestion d'écoles et la construction d'écoles, la reconstruction d'un certain nombre d'écoles à un opérateur privé, de remettre un certain nombre d'écoles marseillaises, notamment les écoles Pailleron, du nom de cet établissement qui en 73, je crois, de mémoire, avait brûlé du fait de sa structure particulière en région parisienne, et bien de reconstruire et même d'en construire quelques nouvelles. Alors Yves Morel, ce plan, il a été plus ou moins, il a été aujourd'hui annulé par le tribunal administratif, il y a un appel en cours. Dans votre camp, Bruno Gilles a déjà dit que bon, c'était pas forcément la meilleure idée, qu'il fallait peut-être revoir. Est-ce que vous dites c'est encore la bonne solution pour remettre au goût du jour les écoles marseillaises qui ont le plus de difficultés? Bon, je crois que s'agissant du bâti, il ne faut pas se limiter évidemment au marché de partenariat relatif aux écoles dites Pailleron, mais pour répondre à votre question, je vais y revenir. Mais puisque vous voulez aborder le sujet du bâti, parlons de chiffres. En 25 ans, la ville de Marseille a investi en investissement 700 millions d'euros sur nos 470 écoles, qui représentent une moyenne d'environ 30 millions d'euros par an. Au dernier budget, le budget total de l'éducation représentait 224 millions d'euros, 15,1% du budget total. Il y a des villes qui font mieux, il y en a qui font plus mal. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai les chiffres. D'ailleurs, certaines de ceux que vous avez donnés dans l'article du Ravi sont exacts, d'autres ne le sont pas. En pourcentage, on ne va pas rentrer dans un débat, laissez-moi... En pourcentage du budget global, ça fait 15,1%. Il y a des villes qui sont légèrement en dessous, il y a des villes qui sont nettement en dessus. Mais je concède volontiers que ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en réalité, et vous auriez dû le faire, vous auriez pu le faire aussi, il faudrait le prendre sur une dizaine d'années. Parce que dans une ville comme Toulouse, par exemple, qui cette année doit être à 20% du budget global, on refait une dizaine d'écoles. Alors évidemment, sur 1 ou 2 ans, ça donne quelque chose d'impressionnant, mais ce n'est pas la réalité. Je vais quand même défendre mon travail, parce que c'est moi qui l'ai pas critiqué. Non, mais donc sur les chiffres, sur 1% ou ce que vous voulez, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'investissement depuis le début du dernier mandat, on est sur, à part 1 ou 2 années, on est sur des investissements qui ont été largement en dessous, 30 millions d'euros par an. Donc vous pouvez faire une moyenne, mais l'investissement est en dessous. Oui. Il a été atteint, il est plutôt de la ville de Marseille même, il est d'une vingtaine de millions d'euros, donc il est gonflé parfois par les subventions du conseil départemental et de l'État. Heureusement, oui. Donc voilà, comme cette année, mais comme je l'année comprends 2019, pas. Oui. donc je vous précise ça. Non, mais je n'ai pas attaqué, ne vous sentez pas agressé, parce que si moi je me sentais agressé chaque fois qu'on dit quelque chose sur la municipalité, je m'en sortirais pas. Il faut être un peu cool, quoi. Je replace les chiffres, je replace les chiffres, et sur cette année, je le supporte, moi, il faut le supporter aussi. Et sur l'année 2018, pour repréciser sur les investissements, la ville de Marseille est la ville qui investit le moins par habitant sur ces écoles. Non. Bon, c'est inexact. Peu importe, je ne veux pas rentrer dans un débat de chiffres. Même dans votre article par habitant, vous dites qu'on fait mieux que Lyon. Donc vous ne vous souvenez pas de votre propre article. Peu importe. Sur l'investissement. Peu importe. Allez, on s'en fout de ça. Yves Morel, la solution, c'est pas le sujet. La question on a construit donc 700 millions d'euros. On a construit 30 écoles neuves en 25 ans. Il y en a 6 qui sont programmées dans les 3 ans qui viennent, et il y en a une dizaine encore qui sont en projet. Depuis 2013,
On a créé 8500 places nouvelles, pour à peine une augmentation des effectifs de 6000. Donc le travail sur le bâti, il a été fait. Mais vous citiez les subventions du conseil départemental, de l'État ou autre. C'est sûr qu'on peut faire mieux depuis 2015, où on est plus aidé que pendant la période où nous avons subi les coupes budgétaires de l'État. Et ça, c'est pas Jean-Marc Coppola qui dira le contraire. Bon, on n'aura pas eu de réponse finalement sur ce PPP des écoles. Vous le gardez ou vous le gardez pas? Oui, le PPP. Donc Rapidement. en un mot, oui, en deux phrases, le plan de partenariat sur les écoles de type Pailleron, c'était le projet de démolition-reconstruction de 28 écoles Pailleron et la construction de 4 écoles neuves. Pourquoi les Paillerons? Parce que nous pensons que leur obsolescence réglementaire et technique est programmée et qu'il faut véritablement s'attaquer à leur remplacement. Il y a eu la mobilisation que vous connaissez. Le tribunal administratif a annulé ce marché de partenariat. La procédure est pendante devant la cour administrative d'appel. Ma position, c'est qu'il faut aller au bout de la procédure d'appel, de deux choses l'une. Soit la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif, c'est fini, il n'y a plus de marché de partenariat, en tout cas plus celui-là, soit la cour infirme et le prochain maire, quel qu'il soit, aura le choix de cette solution ou d'une autre qu'il souhaitera. Mais par ailleurs, nous avons lancé un certain nombre de nouvelles choses, notamment le diagnostic, qui permettra de toute façon de faire un certain nombre de travaux nécessaires, constatés objectivement. Et j'aurais eu ma réponse. Jean-Marc Coppola, justement, vous avez fait partie de ceux qui avaient mené la fronde contre ce PPP. J'imagine que c'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire dans l'état des écoles marseillaises. Vous aviez notamment initié une pétition, on va le dire, avec Benoît Payan, votre homologue socialiste du conseil municipal. Pétition d'ailleurs méprisée, comme le sont les Marseillais souvent dans les politiques publiques, piétinée, 15 000 signatures, circuler, il n'y a rien à voir. Mais au-delà de cela, effectivement, il y a un collectif d'ailleurs qui donne à voir un petit peu la façon dont on veut travailler dans une démocratie éducative réinventée, où on met tous les acteurs autour de la table, parce que ce sont des questions sérieuses qui demandent des investissements importants. Quand je dis investissement, c'est pas que de l'argent. Et quand je dis démocratie éducative réinventer, ça signifie aussi d'avoir des rencontres régulières avec l'éducation nationale, parce qu'il va falloir convaincre aussi l'État de mettre les moyens quand on bâtit, quand on reconstruit ou quand on construit une école. Sur le PPP, franchement, un des objectifs de la ville, c'était qu'on aille vite. Alors pour 34 écoles, vous imaginez, sur 444 ou 470, que de temps perdu. Parce que non seulement le tribunal a annulé la délibération, mais la ville fait appel pour perdre encore du temps, pour rebâtir, reconstruire un certain nombre d'écoles. Sur le budget, est-ce que vous avez un petit peu en tête 700 millions sur 25 ans? C'est 700 millions sur près de 33 milliards de budget, c'est-à-dire peanuts, rien du tout. Avec, si je prends en compte l'évolution des besoins, l'évolution de la démographie, ça signifie qu'il n'y a aucune anticipation justement pour bâtir, pour créer des écoles dans lesquelles les enfants vont pouvoir être, j'allais dire, en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est pouvoir s'épanouir pour des apprentissages justement qui leur permettra de rentrer pleinement dans la vie et dans l'existence. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est que, premièrement, des états généraux justement de l'éducation, où on met tous les acteurs. Alors, pour faire état des lieux, bon, il faut arrêter état des lieux, l'État veut en faire un, ou en a commencé un, il y a un collectif qui fait un état des lieux, la ville met 6 millions pour un état des lieux. Franchement, c'est pas très compliqué de mettre tous les acteurs de toutes les écoles, j'allais dire en table, pour savoir, à travers des états généraux, quel est l'état des lieux et comment on programme. Parce qu'ensuite, c'est un plan pluriannuel d'investissement, pour bâtir, pour construire, pour ne pas céder des terrains publics, par exemple pour un hôpital privé, comme l'hôpital privé de Marseille, ou d'autres terrains fonciers publics, justement, qu'on donne pour j'allais dire, des objets privés. Et puis, aller chercher les moyens, justement. Et les moyens, c'est les moyens de la ville. Le budget de l'éducation, c'est le 3e budget. Il y a l'administration générale, il y a la dette, et il y a ensuite l'éducation. Si on dit que ça doit être une priorité, il doit remonter justement, je ne veux pas comparer avec d'autres villes, je ne veux pas m'avancer ici, ça ne serait pas responsable d'avancer des chiffres, mais je pense que l'idée d'un 5e effectivement du budget serait quelque chose de raisonnable, y compris pour discuter de l'annulation de tout ou partie de la dette.
Parce que ça, c'est faisable de la ville. Parce que quand on a des retards, comme on en connaît ici à Marseille, particulièrement dans l'éducation, eh bien, on ne va pas engraisser les banques et on fait une priorité justement sur l'éducation et sur les enfants. Et donc, un plan pluriannuel, des moyens, y compris avec des emprunts, comme la Banque européenne d'investissement. Alors, vous allez me dire, oh, promesse. Alors, je vais vous dire qu'il faut aussi laisser la parole à ces dames. Je termine juste là-dessus. Qui n'ont pas parce encore que pu quand j'entends les critiqueurs professionnels, etc., et qui font du violon, mais de toute façon, on les verra à l'œuvre après, je m'appuie aussi sur une petite expérience de vice-président au lycée, où quand on travaille intelligemment avec tous ces acteurs, eh bien, on avance et on progresse. Et les propositions que je fais, on est capable de les tenir justement pour que ça change, parce qu'il s'agit des enfants, mais il s'agit aussi de l'avenir de Marseille. Écraser. Bon. Et voilà, je vais essayer de reprendre. Écraser une partie de la dette, c'est aussi une des propositions qu'a posée sur la table Stéphane Ravier, le candidat que vous soutenez pour ces municipales. C'est la solution pour dégager aller voir les banques, c'est ça qu'il faut faire pour dégager des capacités d'investissement dans la ville de Marseille? Il y a plusieurs choses à mettre en place, mais enfin, je ne vous citerai pas moi non plus de chiffres ce soir parce que c'est pas le but, et puis c'est surtout parce que la sécurité de nos enfants, elle n'a pas de prix. Donc peu importe les millions d'euros qu'il faut trouver et qu'il faut mobiliser, il faut les trouver pour remettre nos écoles sur pied. C'est le maire de secteur qui parle, mais c'est aussi la mère de famille. Moi j'ai 2 enfants, dont un qui a fréquenté à la maternelle, l'école publique. Il faut voir dans quel état sont nos écoles aujourd'hui. Moi, j'invite les élus qui sont en place aujourd'hui à venir avec nous dans certaines écoles des quartiers au nord de la ville pour qu'ils se rendent compte vraiment ce que vivent nos enfants, ce que vivent les enseignants et ce que vivent le personnel municipal. J'entends M. Coppola aussi dire qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Ça fait 5 ans que je le demande, 5 ans. Ça fait 5 ans que j'interviens au conseil municipal, 5 ans que j'interviens pour demander à ce que tout le monde se mette autour de la table, les adjoints à l'éducation de toutes les mairies de secteur, le personnel des établissements scolaires, aussi bien enseignants que personnel municipal, les élus qui sont responsables justement de nos écoles. Et ça fait 5 ans que d'un côté comme de l'autre de l'hémicycle, personne ne nous entend. L'état des écoles, on parle de faire un audit, on va faire un audit de l'audit. Et peut-être même un audit de l'audit de l'audit. L'état des lieux, il existe. On connaît l'état de nos écoles. J'ai croisé il y a quelques jours une inspectrice de l'éducation nationale qui me l'a affirmé elle aussi. On connaît l'état de nos écoles. Alors qu'on le fasse des études pour savoir combien ça va nous coûter de refaire une toiture, une cour, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Il faut arrêter justement ces grands discours, ces études des études. Il est temps d'arriver à de la concrétude et enfin de réaliser les travaux dont nos enfants ont besoin. Et une dernière chose, la mairie de secteur a demandé via une pétition aussi il y a 4 ans maintenant, la décentralisation de la gestion des écoles aux mairies de secteur, comme la loi PLM le permet, afin d'avoir une réelle proximité avec les établissements scolaires. Les mairies de secteur et les élus de secteur connaissent les établissements scolaires qui sont dans les 2 arrondissements qu'ils dirigent. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait cette proximité pour qu'on ait de la réactivité au niveau de la réalisation des travaux. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Un mot avec Cathy Racambouzon. L'État est beaucoup sollicité pour abonder, on l'entend depuis tout à l'heure. Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Effectivement, vous avez poussé pour un audit. Effectivement, je souscris à ce qui a été dit. Énième audit, un audit des inspecteurs d'académie à la retraite, un audit du recteur auprès des directeurs d'école, un audit de la ville de Marseille elle-même. Alors, suscité certainement par votre travail à l'Assemblée, parce que ça a poursuivi cela. Mais quid du concret? Est-ce que, malgré la rigueur budgétaire en partie imposée par l'État, est-ce qu'il faut qu'il intervienne au sein de la ville de Marseille pour financer les écoles et aider la ville de Marseille dans ce cadre-là? Moi, je réagis à ce que j'ai entendu sur le fait de mettre tout le monde autour de la table. Ce qui s'est passé au moment où j'ai déposé cet amendement demandant au gouvernement un rapport sur l'état des écoles à Marseille, cela venait d'une réflexion autour de ce projet de PPP qui coûtait une fortune, qui était un investissement très lourd pour la ville, avec une proposition de reconstruction de 34 écoles GEP dont on n'a jamais vraiment connu la motivation, la raison, si ce n'est qu'effectivement ce sont des écoles fragiles qui peuvent s'enflammer, etc. Mais il y a d'autres modalités de reconstruction ou d'analyse qui auraient pu être menées. Et j'ai demandé donc au gouvernement, ainsi qu'au préfet, ainsi qu'au recteur, de travailler ensemble avec la ville de Marseille pour les épauler, pour les accompagner, puisque c'est effectivement une compétence.
pourquoi pas, en attendant de se poser la question de pouvoir analyser la situation de manière objective, sachant qu'un rapport avait été fait effectivement en 2016, mais n'a jamais été communiqué de manière transparente. Donc c'est quand même difficile de réfléchir et de demander aux gens de débloquer des fonds sur la base de formations qui ne sont pas transparentes et pas communiquées. Donc l'idée de cet amendement, c'était de demander à l'État d'accompagner, de rentrer dans une logique de partenariat avec la ville de Marseille. La ville de Marseille a choisi la vexation. Plutôt que d'accepter la main tendue, ils ont décidé de répondre de manière politique en faisant supprimer cet amendement au Sénat qui avait été voté par la majorité à l'Assemblée nationale, soutenu par le ministre de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, qui avait donné un avis favorable au vote de cet amendement. Et cet amendement a sauté au Sénat pour des raisons que j'estime purement politiciennes liées à la vexation. Toujours est-il que ça a permis certaines avancées. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale a créé une cellule du bâti scolaire au sein du ministère qui a vocation à accompagner les collectivités locales. Alors oui, pour adapter plutôt les salles de classe au nouveau monde, au XXIe siècle, au plus proche des apprentissages et des nouvelles formes de pédagogie, mais aussi pour pouvoir analyser et aider, le cas échéant, la reconstruction, la rénovation des écoles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la force de ma démarche qui a échoué, c'est d'avoir fait bouger la ville, puisqu'effectivement, un nouvel audit a été lancé, et j'en attends beaucoup, et un minimum, beaucoup de transparence sur la méthodologie, et beaucoup de transparence sur la publication des résultats, que ce soit effectivement un outil de travail disponible pour tous. Résultat attendu à la fin de l'année. Je parle sous votre contrôle, Yves Morenne. Voilà, on aura les éléments de l'audit de la ville. Un mot, Christine Just, ou même plusieurs. On connaît quand même, grosso modo, le chiffre de ces écoles. La ville de Marseille allait en faire, vous l'avez dit Yves Morenne, allait en réviser une trentaine. Le recteur a dit qu'il y en a 30 qui sont dans un état critique, 60 qui mériteraient quand même quelques travaux. Comment on fait ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que cette ville de Marseille, dont on dit qu'elle n'a pas les moyens, est-ce qu'elle peut vraiment le faire ? Alors d'abord, il existe d'autres méthodes pour le faire que le PPP. Alors évidemment, je vais vous citer une ville, ça ne va pas vous étonner, Grenoble. Parce du maire Europe Écologie Les Verts, Éric Piolle, on va écolo, faire les sous-titres. Oui, il existe une autre façon de gérer une ville. Ça semble incroyable, mais oui. Et donc, nous, ce que l'on propose, Jean-Marc Coppola en a parlé, c'est le fameux plan pluriannuel. Nous, on propose de mettre autour de la table les acteurs locaux, et de le faire en maîtrise publique, comme ça a été fait à Grenoble. Alors certes, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même nombre d'écoles à rénover, mais ça peut être fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut demander un cofinancement de l'État, et surtout l'UE, en allant chercher des fonds structurels, ce que la ville de Marseille fait en général assez mal. Donc il y a des solutions qui existent, et puis bien évidemment dans ce plan de rénovation, ce que nous suggérons, c'est que sous une maîtrise intégrale de la ville, eh bien, on pourrait avoir des marchés où on fractionnés qui donneraient priorité à des entreprises locales, avec évidemment un cahier des charges éco-responsable. C'est très complexe quand même cette priorité locale par rapport au code des marchés publics. Alors à Grenoble, ils sont dans l'égalité. On ne vous entend pas, messieurs. Si vous n'avez pas de micro, je pense que si on la plupart des gens ne vous entendent pas. Si on fractionne le plan de rénovation, il y a possibilité, puisqu'ils l'ont fait à Grenoble. Alors, je ne pense pas que Éric Piolle soit dans l'égalité. Donc, je vous remercie. On va passer peut-être à cette deuxième thématique, en tout cas cette deuxième compétence de la ville en matière scolaire, c'est les moyens alloués aux écoles pour pouvoir fonctionner. Donc, Monsieur Morenne, vous le notiez, Marseille arrive devant Lyon en termes de budget fonctionnement des écoles du primaire, donc, mais reste malgré tout un dernier en investissement sur son bâti. Je le maintiens. Donc, on peut faire. Lyon semble pas avoir les problèmes de Marseille en matière d'éducation, donc sur un budget à peu près équivalent par élève ou même inférieur par élève, ça a l'air de fonctionner. Comment on fait pour donner des moyens aux écoles? Dans votre tribune, Monsieur Coppola, vous notiez que les parents devaient apporter du PQ, on manque à peu près de papier toilette, on manque à peu près de tout dans les écoles, donc des ramettes de papier aussi, les transports scolaires sont limités, les bibliothèques sont transformées en classes, en tout cas voilà, il y a peu de salles informatiques aussi, donc comment on fait pour dégager ces moyens d'investissement, enfin en tout cas c'est le moyen de fonctionnement pour les écoles?
Oui, c'est différent lorsqu'on en vient au fonctionnement. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est pour ça qu'on a réussi à construire quand même 30... Une école neuve, ça vaut 15 millions d'euros. Voilà. Votre 15 millions d'euros. Monsieur Blum disait plutôt une dizaine. Il se trompe parce que les deux écoles du Rouet... Adjoint aux finances. Il se trompe parce que les deux écoles du Rouet et de Sainte-Marthe ont coûté 15 millions d'euros lorsqu'on inclut tous les coûts, y compris ceux de conception et autres. On arrive à 14,5 millions d'euros. En gros, ça vaut 1 million d'euros par classe. Voilà. Vous pouvez le. Ça ne nous dit pas comment on fait pour avoir tous ces moyens au quotidien dans les écoles. Non, mais justement, quand la ville de Marseille, on peut tous tout vouloir. La ville de Marseille ne peut pas tout faire. Elle a un potentiel fiscal qui est faible, un des plus faibles, si ce n'est le plus faible de toutes les grandes villes. Elle a de nombreuses problématiques auxquelles elle doit faire face, qu'elle doit gérer également, celle de sécurité par exemple. Et donc, la priorité sur ces dernières années a été mise sur l'amélioration du bâti. Vous citiez des chiffres à hauteur de 20 millions d'euros il y a quelques années. Sur les 3 dernières années, on a dépassé à chaque fois les 30 millions d'euros. Il y a par ailleurs l'effort important en termes de personnel qui ne se ressent pas assez sur le terrain, je veux bien le reconnaître, et je suppose que ça viendra dans le débat tout à l'heure, mais nous avons quand même tout de même 3400 bulletins de salaire correspondant au personnel dans les écoles, dans ces différentes catégories. Ce qui représente essentiellement ce qu'on appelle non, il y a les responsables de restaurants, il y a les ASEM, il y a les ATSEM, il y a les ASIC, il y a encore une dernière catégorie qui m'échappe à l'instant. Donc il y a 5 les AVS, mais encore une autre, peu importe. Mais donc 3400 bulletins de salaire, ce qui représente plus de 30% du personnel municipal. Donc évidemment... Excusez-moi de vous couper, oui. 30% d'absentéisme aussi, donc il y a vraiment un problème d'organisation. Enfin là, il y a un vrai souci dans l'organisation du travail. Si vous voulez rentrer dans les chiffres précisément, il n'est pas à 30% l'absentéisme, puisque sur 3461 précisément bulletins de salaire, on est plutôt aux alentours de 3000 personnes présentes en continu et en moyenne tout au long de l'année. Mais c'est vrai que l'absentéisme est trop important. C'est la raison pour laquelle on avait créé un corps de volants, 150 personnes, destinées à aller remplacer les absents, notamment les petites absences, celles de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au fil du temps, ces volants se sont intégrés dans les écoles et de nouveau, on manque de volants. C'est la raison pour laquelle, parmi les propositions que je suggère, c'est de créer un corps de volants sanctuarisé administrativement, ce qui n'est pas si facile que ça. Ça veut dire qu'ils ne peuvent évidemment pas rester vacataires, parce que sinon ce n'est pas sanctuarisé administrativement, de manière à pouvoir faire face à ces absences ponctuelles qui, effectivement, désorganisent beaucoup les écoles. Donc des embauches supplémentaires, Christine Just. Il y en a en cours, par exemple. En ce moment, comme ça je donne un chiffre qui est actuel, en ce moment, nous procédons à la recherche de recrutement de 150 ASIC, c'est ces surveillants du temps de cantine pour 3 heures par jour et pratiquement 10 ou 12 heures par semaine. Nous en recherchons 150 et nous procédons également à la recherche de... Non mais vous allez voir, et nous procédons également à la recherche de recrutement de 20 directeurs de restaurants qui est le N+1 de tout le personnel municipal. Mais c'est difficile de recruter parce qu'il faut être très rigoureux pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas si simple que ça. On a entendu cela. Christine Just, on parlait de votre longue expérience de maman d'élève. Est-ce que le tableau que nous décrive Maureen vous convient ? Alors, clairement, c'est connu, le nombre d'absents n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Alors, évidemment, il y a une différence selon les écoles. Bon, moi, je suis dans les quartiers sud, mais il ne faut pas penser que dans les quartiers sud, on est forcément toujours mieux logés que dans les quartiers nord. Parfois, on a frôlé des drames, parce qu'effectivement, lorsque les ATSEM ne sont pas là, peut-être à cause de la souffrance au travail, effectivement, parce que lorsque l'on a géré 60 enfants, des enfants de 3 à 5 ans, c'est pas toujours très reposant, mais souvent il manque l'ATSEM à l'entrée de l'école. On a eu des cas dans l'école où j'étais avec mon fils, un papa qui est venu chercher un enfant parce qu'il était divorcé, il n'avait pas le droit de garde, etc. Donc, Comment on fait en sorte que ça s'améliore ? Moi, je pense qu'il faudrait regarder le volume de tous les employés municipaux. Il y a peut-être
des choses à revoir, recruter effectivement sur concours des gens qui auraient une formation, former les ATSEM qui sont actuellement en place, contractualiser, les titulariser. C'est impératif, on peut pas faire autrement, c'est une obligation. Il y a forcément des vases communicants. Nous, on pense qu'au niveau des cantines, par exemple, il va falloir changer ce mode de cantine. Il y a peut-être des économies à faire. Oui, mais justement, des économies de budget qui pourraient passer de l'un à l'autre, parce que est-ce que véritablement cette DSP avec Sodexo, c'est forcément intéressant? Je parle d'un point de vue comptable, il y a peut-être autre chose à faire. Je ne parle pas d'un point de vue santé, ça forcément c'est net, mais je pense qu'il y a des budgets à faire passer d'un poste à l'autre pour arriver justement à combler les ATSEM. Le manque d'ATSEM. Donc, en tout cas, on est toujours dans cette question-là. Le budget de fonctionnement des écoles a plutôt eu tendance à stagner depuis 2014. Donc, où est-ce qu'on peut, c'est ce que disait Monsieur Blum, et parce qu'il y avait des investissements, parce que la ville est contrainte par ses finances, mais aussi par les nouvelles règles imposées par le gouvernement, où est-ce qu'on dégage, où est-ce qu'on va chercher ces moyens pour ramener du fonctionnement et des moyens pour que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions et puissent travailler sereinement. Alors, on va poser peut-être la question à Jean-Marc Coppola avec un élément. Vous avez signé une tribune, je le disais au tout début, avec un certain nombre d'autres militants de gauche, et vous disiez « Les histoires de ramettes de papier ou de rouleaux de papier hygiénique réclamés aux parents ne sont pas une anecdote qui prête à sourire, c'est la honte de notre ville. » C'est pas un peu excessif, cette histoire ? C'est la réalité, mais quand on parle de sécurité, je siège dans 3 écoles, moi, dans 3 conseils d'école, et j'y suis assidu. Quand vous avez dans une école la Cabucelle maternelle, pour ne pas la citer, dans le 15e arrondissement, celle où on a mis 6 mois pour éradiquer des punaises, 6 mois, et que pendant 3 ans, la demande est faite de mettre en service un escalier de secours et surtout une porte de sortie incendie, 3 ans. Mais comment c'est acceptable, ça? S'il y avait eu, j'allais dire, un pépin, une catastrophe, là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait encore pleuré? C'est inadmissible, des choses comme ça. Alors, il y a une volonté politique, il faut de la volonté politique pour justement améliorer, enfin d'abord développer et augmenter le budget fonctionnement. Mais quand je dis augmenter le budget fonctionnement, c'est lié aussi au budget d'investissement. Lorsque vous refaites des écoles, lorsque vous construisez des écoles, et que vous les construisez intelligemment, c'est-à-dire des écoles qui prennent en compte un certain nombre de critères écologiques, environnementaux, basse consommation, etc. Il n'y aurait plus les problèmes de chauffage. On fait des économies sur le fonctionnement. Déjà, ça, c'est là anticiper, c'est là essayer de prévoir. Et après, effectivement, au niveau des moyens humains, il y en a trop peu. Même si, effectivement, c'est un chiffre qui est important. Mais si on dit priorité à l'éducation, moi, je considère, par exemple, que les ATSEM... Alors, AVS, il manque des tas de personnel. Mais on l'enlève où, l'argent? Mais sur les ATSEM, par exemple, est-ce qu'on mesure, par exemple, que les ATSEM, c'est le liant, c'est le trait d'union entre l'enfant, les parents, l'enseignant, parce que c'est aux ATSEM que les enfants viennent se confier en premier lorsqu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. C'est un poste qui doit être revalorisé, parce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui une formation d'ATSEM en 2019 comme on considérait en 2000, parce que la société a évolué, parce que l'environnement de ces gamins a évolué, les violences, la précarité, l'insécurité, etc., etc. Et donc, non seulement il faut gaucher, mais il faut aussi des formations adaptées. Et en même temps, il faut reconnaître ces formations. Ça veut dire qu'il faut peut-être les payer un peu mieux. Et tout à l'heure, quand j'entendais par exemple les volants de remplacement, mais pourquoi vous avez supprimé alors les volants de remplacement d'ATSEM? Ça fait partie des revendications des ATSEM qui sont en grève. Donc c'est incompréhensible. Donc c'est assez facile, toujours par l'état des lieux et une volonté politique, de très très vite changer les choses. Je termine juste sur la question des moyens. S'il vous plaît. Quand vous voyez que la ville de Marseille a un budget sécurité de 11% du budget, contre 13% pour l'éducation, mais que, entendez bien,
je ne suis pas contre mettre des moyens pour la sécurité, mais quand ces moyens pour la sécurité servent à se substituer à l'État, c'est-à-dire à donner les moyens à la police municipale en substitution de la police nationale, effectivement, vous pouvez avoir un État et des gouvernements qui peuvent nous dire démerdez-vous, puisque de toute façon, vous êtes capable de vous substituer à l'État. Vous n'allez pas demander des moyens pour l'éducation, puisque vous êtes déjà substitué. Donc il y a des non-sens. Il faut remettre tout, j'allais dire, en ordre de marche, le plan pluriannuel d'investissement, une nouvelle organisation de l'éducation avec ses moyens humains, matériels, financiers, etc. Et donc, voilà. Très bien. On va... Merci. On va essayer d'avancer. On va suggérer sur une question très rapide et très, très claire une éventuelle source de revenus, voilà, où trouver quelques moyens financiers. Donc la ville de Marseille, je le rappelle, n'est pas très bien placée dans les investissements, dans le fonctionnement en budget, mais elle est très bien placée en moyens alloués à l'école privée, avec notamment une dotation qui a augmenté de plus de 11% depuis le début de la mandature. Donc c'est le deuxième forfait en moyenne dans les 5 premières métropoles françaises. Est-ce que, notamment avec cette politique totalement assumée par la majorité, de dire qu'on subventionne l'école privée pour laisser le libre choix aux parents de placer leur enfant dans le privé ou pas? En tout cas, la ville fait plus. Il y a des millions qui pourraient être récupérés sur ce budget-là. Est-ce qu'on baisse les dotations au privé? Alors, on va commencer par donner la parole à Sandrine Dangiot et ensuite à Cathy Racambouzon. Je précise qu'en régie, on compte aussi un peu le temps de parole. Monsieur Morel, vous êtes en avance, ça ne vous surprendra pas. Et mesdames, vous êtes en retard, toutes les trois. En proportion des positions, je dois être très minoritaire. Oui, vous êtes certes minoritaire en termes de position, mais il faut assumer un bilan et chacun s'exprime aussi à partir d'un bilan. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres listes en préparation qui assument votre bilan sur les écoles, mais peut-être vous direz-nous. 25 ans qui est majoritaire, dit Jean-Marc Coppola, qui ne parle pas dans le micro. Mais on va quand même laisser la parole à Sandrine Dangiot, s'il vous plaît, avec cette question. Est-ce qu'on baisse le forfait accordé à l'école privée aujourd'hui ? Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste revenir sur le sujet dont on vient de parler, les tatas dans les écoles, mais je serai rapide. J'ai entendu le nombre d'absences qu'il peut y avoir dans nos écoles. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les tatas sont absentes dans les écoles? Quel est leur mal-être? Quels sont les signalements qu'elles font pour justement en arriver à ne plus venir dans les établissements scolaires? On disait tout à l'heure qu'ils étaient sur du recrutement, justement pour renforcer le personnel municipal. C'est une d'ailleurs des demandes des tatas que nous avons dans les écoles, pour ne pas citer toutes les déclinaisons. À aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois, je crois, que le maire de Marseille a annoncé en conseil municipal un recrutement de 300 ATSEM, que l'on attend toujours, puisqu'on est sur 150 ASIC apparemment. Mais les 300 tatas annoncés en début d'année 2019, on ne les voit toujours pas venir. Donc il faut cesser les paroles et passer aux actes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors passons aux actes. Concernant l'enseignement privé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on baisse la ville de Marseille soutient l'enseignement privé, puisqu'elle en a le droit, c'est tout à fait légal de le faire. Il faut que les parents aient la possibilité de pouvoir scolariser les enfants où ils ont envie. C'est un choix que les parents font au moment d'inscrire leurs enfants à l'école. Donc à aujourd'hui, oui, si la loi permet de soutenir les écoles privées, je ne vois pas pourquoi la municipalité ne continuerait pas de le faire. En sachant qu'elle va au-delà en tout cas de la loi. Vous pouvez le répéter, c'est pas pour ça que ça va en faire une vérité. Bon, alors, on va pas c'est votre vérité aussi. On va pas se lancer dans un débat. Cathy Racambouzon sur cette question. Est-ce qu'on continue avec le même régime pour le privé? Alors, il y a un point de législatif, il y a un point de loi qui est important de rappeler, c'est que la municipalité se doit de financer à parité sur un forfait calculé sur la base des dépenses faites pour l'école publique, sur le fonctionnement par un forfait par enfant, à parité sur l'école privée. Mais elle n'est pas censée faire plus. Et moi, mon point de vue très net, c'est qu'elle ne doit pas faire plus. Donc, premier point, le manque de transparence sur le calcul du forfait. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est calculé le forfait donné à l'école privée. De ce que je vois, il m'a l'air bien supérieur à ce qui est le forfait pour l'école publique. Ça inclut, me semble-t-il, un coût lié au personnel, alors que la commune n'est pas tenue de financer le personnel municipal dans les écoles privées. Donc je serais déjà pour qu'on ait une vision assez nette de ce calcul-là et qu'on revienne juste à une parité
égale. Si après, on a les moyens de soutenir davantage l'école privée, faisons-le, mais il me semble que ce n'est pas l'état des finances de la ville de Marseille aujourd'hui. Et si on décide de poursuivre cet investissement-là, il y a des droits et des devoirs pour l'école privée. À partir du moment où ils sont financés en partie par les impôts des Marseillais, ils se doivent de rendre un service à tous les Marseillais. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Donc moi, je suis pour une mutualisation des infrastructures, qui sont souvent plus belles que celles de l'école publique, donc je ne sais pas la vérité, pour qu'il y ait une mutualisation et une aide de l'école privée vis-à-vis des enfants de l'école publique, surtout dans certains quartiers. Merci. Madame Juste. Clairement, effectivement, la parité, c'est le maximum de ce qu'on peut faire, j'imagine. Et puis, je m'interroge également, parce que, par exemple, je crois qu'au dernier Conseil métropolitain, il est annoncé que Boulevard Piot, sur l'emprise de l'école, on va rogner une partie du terrain. On n'entretient pas les bâtiments qui sont ce qui était autrefois les bâtiments des directeurs d'école, qui sont une ressource fantastique pour, mettons, des centres aérés, des bibliothèques, parce qu'effectivement, il y a un manque crucial de bibliothèques. Les anciens logements, vous voulez Anciens dire logements des directeurs d'école qui ne sont plus primaires, obligatoires depuis que les directeurs d'école sont professeurs des écoles et plus instituteurs, voilà. Je crois. Mais c'est un fantastique patrimoine immobilier qui est laissé à l'abandon. De toute façon, c'est la technique. On laisse pourrir des bâtiments. Après, on dit c'est trop cher à entretenir, donc on les vend. Voilà, donc ça, c'est un peu, ça vaut pour tout. Et donc, j'apprends, je crois qu'il va y avoir une emprise sur le domaine de l'école du Boulevard Piot. Et parallèlement, Notre-Dame de France, même si je peux comprendre qu'ils sont exigus, puisqu'ils sont, effectivement, étant donné ce qui se passe dans nos écoles, c'est pas non plus très étonnant que tout le monde se précipite dans le privé, puisque malheureusement, tout le monde craint pour ses enfants. C'est quand même la situation de l'école publique à Marseille. Il faut bien chercher les causes. Il y a forcément des causes. Donc on continue au même niveau, vous n'avez pas... Ah, pas du tout. Je pense que là, moi, ce que me disent mes collègues élus, c'est que malheureusement, il y a plus pour l'école privée par enfant que pour l'école publique à ce jour, si on fait un rapport. Donc, non, c'est pas possible. Effectivement, il y a la loi, il faut continuer, mais... Alors, je crois que Jean-François, vous avez enquêté dans le RAVI très rapidement. 1 400 € environ pour un enfant de l'école publique, 800 pour l'école privée, mais ça n'inclut pas la même chose. Le 1400, c'est le totem qui est lâché par les instances diocésaines, mais on ne sait pas du tout comment ça a été calculé. La ville de Marseille avait fait un audit il y a quelques années, en 2013 je crois, qui n'a jamais été rendu public, malheureusement. Donc voilà, on ne connaît pas non plus quel est vraiment le taux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Absence de transparence, vous voulez dire ? En tout cas, en tout cas, elle n'a pas communiqué. On a donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement au budget de fonctionnement des écoles du public, le budget, la subvention aux écoles privées augmente régulièrement et très fortement sur ces dernières années. Il est déjà en renégociation d'ailleurs. Monsieur Coppola, votre position à vous avant de laisser la parole à la défense. D'abord, si effectivement, parfois l'école privée peut séduire, c'est qu'il y a une carence dans l'école publique. Et donc, c'est ce qu'il faut d'abord réparer. Ensuite, il y a des lois, donc c'est l'application stricte de la loi. Et encore, pour les écoles privées sous contrat d'association avec l'État, puisque la seule obligation d'ailleurs c'est sur le fonctionnement, rien sur l'investissement. Lorsque c'est des contrats simples d'ailleurs, c'est facultatif, donc il ne faut pas le faire, mais le problème c'est qu'effectivement on n'arrive pas à avoir les chiffres, donc il n'y a pas de transparence. Donc il y aura une exigence de transparence stricte, respect de la législation, il faudra revoir y compris les forfaits, et puis surtout arrêter par exemple ce qu'on a vu encore, c'est-à-dire laisser un collège privé voir le jour dans le 15e arrondissement. S'il y avait des rapports normaux, normaux, pas spéciaux, normaux. On est loin des compétences de la ville. Non, mais attendez, parce que quand le conseil départemental donne de l'argent pour les écoles primaires de la ville, ça pose problème aussi. Donc, lorsqu'on favorise sur la ville de Marseille, dans le 15e arrondissement, un collège privé, c'est-à-dire qu'on favorise par le foncier public un collège privé, franchement, après, il faut aligner l'argent derrière sur les obligations législatives. Donc, il faut commencer par ça, c'est-à-dire améliorer le public
éducation nationale et collectivité municipale, et puis arrêter cette largesse à travers une école privée qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, en tout cas qui n'est pas plus efficace que l'école publique, parce que ça c'est aussi, il y a assez de rapports, assez d'expertise pour montrer qu'il n'y a pas besoin de propension, et donc il n'y a pas besoin d'aider plus. Quand on voit effectivement le rapport des investissements, enfin du budget en tout cas, fonctionnement dans le privé par rapport aux autres villes, on est au-dessus de toutes les grandes villes, y compris Paris, donc il faudra revoir ça. Messieurs, je rappelle que vous êtes en avance, on va vous demander d'essayer d'être plus synthétique pour essayer d'équilibrer les temps de parole. Yves Morel, qu'est-ce qu'on fait sur ce forfait au privé? On va rappeler quand même qu'il y a une vraie progression de l'enseignement privé à Marseille depuis le début du XXIe siècle, on va dire, plus 20% à peu près d'élèves dans le privé, quand ça stagne plutôt dans le public, même si ça progresse légèrement. C'est le fruit de votre politique, tout ça? Je crois que le succès de l'école privée, il existe partout en France, et les fossoyeurs de l'éducation nationale des années 70 devraient s'interroger sur les raisons de ce succès de l'école privée partout en France, notamment par la perte d'autorité du maître. Relisez Platon, ça fera du bien à beaucoup de monde. S'il vous plaît. Premièrement. S'il vous plaît. Deuxièmement, je remercie Madame Racombouzon pour son objectivité. Elle a rappelé que la loi fait obligation aux communes de traiter paritairement les élèves, les enfants de l'enseignement public et de l'enseignement privé. À Marseille, nous avons 80 000 enfants dans le public pour des dépenses d'environ 205 millions d'euros. Nous avons 15 000 enfants dans le privé pour environ 15 millions d'euros. Donc la ville ne fait pas plus que ce qu'elle doit faire, elle fait moins en réalité que ce que la loi lui oblige. Non. Le forfait, précisément, il est pour les élèves de primaire, qui est le seul forfait obligatoire, encore qu'avec la dernière évolution législative, on peut s'interroger. Très précisément, c'est l'élémentaire qui est obligatoire, élémentaire. Pas la maternelle. Non, mais c'est quand je dis primaire, dans ma tête, c'est élémentaire. C'est très intéressant, parce que vous financez les deux. Oui, mais je vais y venir. J'allais l'assumer complètement, parce que d'ailleurs, une dernière loi de 2018, je pense, va nous y obliger. Mais le primaire est obligatoire. Le forfait est à 880 €, le forfait d'externat par élève, et à 908 € en zone REP. Je rappelle d'ailleurs que sur 56 écoles privées à Marseille, il y en a quand même 32 qui ne sont pas dans le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 12e. Donc c'est bien qu'il y a un besoin qui est ancien et que ça permet à un certain nombre de familles, y compris modestes, de faire le choix de l'enseignement privé. C'est bien leur liberté. Quant à la maternelle, on dit on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, c'est vrai, mais tout le monde le fait. C'est fait à Paris, c'est fait à Lille, c'est fait à Lyon, c'est fait à Toulouse. Toutes les grandes villes de France le font parce que toutes les grandes villes de France veulent traiter toutes les familles à égalité. Bon. On a compris. On fait rentrer l'invité. Comment ? Alors, je le fais une fois, je ne vais pas le faire à chaque fois. On va essayer quand même de continuer à s'écouter, parce que si on part, ça va monter dans des décibels que personne n'a envie d'avoir. On a envie de tous finir avec des oreilles encore en bon état ce soir. Donc, je vous demande de faire un effort, que ce soit sur les applaudissements ou le huée, pour qu'on continue à s'écouter. Et je vais faire monter sur scène nos deux grands témoins à qui nous avons lancé une invitation, qui sont Nicolas Steinfels du collectif des écoles de Marseille et Cédric Gilles du mouvement des parents d'élèves MPE13. Je vais les inviter à nous rejoindre.